Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et on est ensemble avec vous également au 0826 300 300, le 12h, 13h30 en réalité, jusqu'à 14h, puisqu'à 13h30, on retrouvera Jacques Pessis également pour vous accompagner durant tout l'été sur Sud Radio, après plusieurs, on va dire, mois passés avec André qui est en vacances. On lui souhaite de bien en profiter. Au menu de cette prochaine demi-heure, on va revenir sur ces révélations sur les pratiques de lobbying du géant des VTC, les Uber Files, cette immense enquête de nos confrères qui sont dans le consortium international, plusieurs médias internationaux donc qui ont épluché des documents internes à la société californienne et qui ont permis de lever le voile sur la manière dont Uber s'est imposé en Europe, mais surtout en France, avec des liens très étroits avec celui qui était à l'époque à Bercy, un certain Emmanuel Macron. On en parle avec vous au 0826 300 300. Vous nous dites si c'est véritablement pour vous le scandale pur et simple, ou aussi le travail des lobbyistes, finalement, d'arriver à faire pencher les lois en faveur de leurs intérêts. On en parle également avec notre invité, c'est Rachid Boudjema. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à vous. Vous êtes le président de l'Union nationale des taxis. J'imagine que vous avez lu en détail cette enquête de nos confrères que publie le Monde cet après-midi, cette enquête très fouillée. Quelle a été votre première réaction ? Bon, à la fois stupéfaction d'une part, mais d'autre part, j'ai envie de dire, on se doutait qu'on avait affaire à des gens très forts, mais de là à avoir un ministre qui était quasiment le porte-parole et le lobbyiste lui-même, le VRP de cette multinationale, c'est vrai que ça jette le discrédit sur bon nombre de situations. Alors, je vous propose d'écouter l'extrait de l'émission de France 2, l'émission politique. C'était le 6 avril 2017, quand un de vos confrères, chauffeur de taxi, interpellait déjà Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, au sujet de l'arrivée potentielle de Uber en France. Écoutez-le. Mes collègues sont venus vous voir dans votre cabinet il y a un peu plus d'un an. Ils vous ont dit, on a besoin de récupérer le tarif. Vous leur avez dit, il en est hors de question, Uber a le droit de fixer ses prix. Et vous l'avez déclaré je suis pas en train de vous dire médiatiquement. que je vous avez donne dit, un tarif. ils ont le droit de fixer leur tarif. Votre directeur de cabinet avait dit, on lui a demandé de réguler le nombre de chauffeurs parce qu'on était plus nombreux que les taxis. On s'est battu pour avoir une loi. Qui est-ce que je trouve en train de faire du lobbying dans un restaurant de luxe? Votre directeur de cabinet, monsieur. Non, attendez. Au mois de juillet, il y a eu un article, on voyait clairement votre directeur de cabinet, des députés, des sénateurs en train de manger avec un peu l'écosystème du VTC, les lois du véhicule, les vendeurs de pioches. Ils se battaient contre cette loi. Non mais attendez, et la dernière. quand on profère des accusations aussi graves que ce que vous dites, on donne les noms, on donne la liste et on va devant le juge. Je n'ai jamais défendu les intérêts de l'un ou de l'autre. Voilà, je n'ai jamais défendu les intérêts de l'un ou l'autre. Alors aujourd'hui, effectivement, Rachid Boudjema, quand on entend ces déclarations de 2017 et qu'on voit le niveau d'échange, comme vous disiez, qu'il y a avec l'actuel président de la République et le patron de Uber à l'époque qui souhaitait donc s'installer en France, on comprend tout le malaise. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il faut aller plus loin, il y a des choses qui sont répréhensibles. Qu'est-ce que vous souhaitez derrière ces révélations, finalement ? Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la lumière et que s'il y a vraiment un délit de favoritisme, il faut que la justice soit saisie et qu'il y ait une instruction en la matière. On ne peut pas admettre qu'on ait un ministre qui travaille contre les intérêts d'une industrie française au profit d'une entreprise ou d'une industrie étrangère, car c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez 60 000 artisans taxis qui emploient plus de 35 000 salariés qui ont été défavorisés de manière déloyale au profit d'un consortium américain qui, lui, s'exonère des contributions sociales et fiscales. Rien n'a été corrigé depuis, vous dites aujourd'hui. Il n'y a pas eu de correctif, on va dire, à cette implantation du modèle Uber? Absolument pas. Absolument pas. La seule chose aujourd'hui qui joue en leur défaveur, c'est les multiples scandales d'agressions sexuelles à l'encontre des jeunes filles qui sont transportées. C'est encore une fois l'insécurité au sein de ces véhicules. Sinon, pour le reste, on n'a jamais réussi à faire en sorte de faire appliquer la loi. Il est là le grand drame. Donc aujourd'hui, on se dit peut-être qu'il y a une volonté d'empêcher à ce que les lois dans ce pays soient appliquées
pour qu'il y ait une saine concurrence. Alors, Cédric O, qui était à l'époque, enfin, qui était au gouvernement précédent, qui dit la question la plus importante sur le sujet est de savoir si oui ou non l'implantation de Uber en France a été une bonne chose socialement et économiquement. Pour le reste, on peine à voir ce qui est répréhensible dans l'article du Monde sur Emmanuel Macron. Ça, c'est une réaction qui vous a fait un petit peu sursauter, Rachid Boudiama. Ah bah oui, quand on a un ministre qui aujourd'hui sort de sa réserve et dit qu'est-ce qu'on peut reprocher, on peut reprocher que c'est pas le rôle d'un ministre de favoriser une entreprise étrangère au détriment d'une industrie française d'une part, et puis surtout quand cette entreprise s'exonère encore une fois de ses contributions sociales et fiscales. Moi je dis que je suis choqué, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné les Français s'interrogent encore une fois sur la situation politique de notre pays, sur l'honnêteté, sur plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes collègues qui sont écœurés. Même si, encore une fois, on n'était pas dupes, on se doutait que c'était compliqué. C'est compliqué de faire appliquer la loi dans ce pays, mais on se rendait compte que on avait affaire à un mur. Mais un mur d'argent face à des gens comme nous, qui sommes encore une fois de pauvres artisans, qui travaillent 12 à 14 heures par jour. Et aujourd'hui, avec la situation de concurrence sauvage et déloyale qu'on subit, c'est tous les jours de plus en plus compliqué. Alors, il y en a beaucoup qui disent tomber des nues, ou il y en a qui, effectivement, on voit par exemple Thomas Thévenoud, on comprend mieux aujourd'hui comment il a essayé, finalement, il s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume par rapport à un dossier qui était géré au-dessus de lui, finalement. Totalement. Le député Thévenoud qui a été nommé médiateur suite aux mouvements sociaux, encore une fois, et puis le député Laurent Grandguillaume qui, lui, a suivi une campagne médiatique tous les jours contre lui. Il devait répondre régulièrement à des campagnes médiatiques. On avait un tas de journaux qui faisaient la promotion du beurre et qui voulaient à tout prix remettre en question les minima requis pour exercer la profession de BTC. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, il y avait un travail qui était fait, un travail de sape, un travail de fond pour faciliter l'installation du beurre, mais aussi à ce qu'il n'y ait pas de règles. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'on ait le ministère de l'économie ou des finances qui nous disent il faut réduire quand même, encore une fois, le champ de l'examen pour devenir BTC. C'est trop difficile, mais on sait aujourd'hui pourquoi. Alors, il y a Alain Vidalis qui était secrétaire d'État en charge des transports. Effectivement, Augustin me passe cette information, qui était de transport en 2014-2017. Il dit « Je tombe des nues et je demande des éclaircissements et une réponse d'État après les révélations ». Là aussi, vous dites il faut aller plus loin. Vous parlez-vous éventuellement d'une réponse judiciaire ou pénale, en tous les cas, que la justice se penche sur le sujet, ou comme d'autres qui disent il faut une commission d'enquête parlementaire pour y voir clair, en sachant qu'on ne pourra pas interroger Emmanuel Macron tant qu'il sera effectivement président de la République. J'ai envie de dire tout à la fois, madame, encore une fois, il faut qu'on saisisse tout ce qui, à un moment donné, doit clarifier cette situation de manière à redonner confiance aux Français et aux artisans en général et aux taxis en particulier. On ne peut pas admettre aujourd'hui d'accepter ce qui s'est passé comme quelque chose où on entend aujourd'hui toute la jeune garde qui arrive et qui dit « circuler, il n'y a rien à voir, tout ce qui compte, c'est le résultat ». On a créé de l'emploi. Non, on n'a pas créé d'emploi, encore une fois, c'est des emplois paupérisés qu'on a, et c'est inadmissible d'entendre ce genre de choses. Alors, vous bougez pas parce qu'on a quelqu'un au 0826 300 300. C'est Jacques qui nous appelle. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Christine. Bonjour, vous nous appelez de Noisy-le-Grand. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez quel est votre commentaire, en tous les cas, comment vous percevez Est-ce que vous avez lu l'enquête? Parce que je la recommande. Oui, enfin je l'ai parcouru, mais j'ai compris à peu près le sujet. Écoutez, moi je suis complètement étonné. Je suis toujours étonné de voir avec quelle rapidité, avec quelle rage, en France, on s'insurge et contre tout ce qui peut finalement apporter du travail, des emplois malgré tout et du business. Emmanuel Macron, il est à l'époque ministre de l'économie, il est chargé de l'économie. Il reçoit des entrepreneurs qui lui présentent un projet qui lui paraît intéressant. Il donne son accord. Quel est le problème ? Je comprends pas. Ouais. C'est une vraie question. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Rachid Boudiama? Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des taxis et donc vous aviez à l'époque défendu votre cause par rapport à l'arrivée du modèle Uber en France.
En disant, sur les personnes comme notre auditeur qui dit finalement c'est un modèle économique qui veut s'installer en France, il est aidé par, on va dire, des politiques. Quel est le problème? Il est accueilli, quoi, voilà. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le problème, chère madame, on ne s'insurge pas contre la création d'emplois, bien au contraire, nous on est créateurs d'emplois. Mais encore une fois, quand on crée de l'emploi, on paye ses impôts en France, on paye réellement ses salariés, ce sont de véritables salariés, et il faut qu'il y ait une concurrence saine et loyale. Je ne vois pas pourquoi, madame, moi, quand j'emploie quelqu'un, je vais devoir payer des contributions sociales et fiscales, payer l'URSSAF, et qu'en face de moi, j'aurai un concurrent qui, lui, pourrait s'exonérer de toutes ces règles, en vertu de quoi? Et surtout quand vous avez un ministre d'État qui, lui, fait le job derrière pour les aider. C'est tout. Moi, je ne dis pas qu'encore une fois, on doit empêcher la création d'emplois, mais je dis encore une fois de véritables emplois d'une part, et de manière à ce que la concurrence soit saine et loyale d'autre part. C'est tout ce qu'on dit. Oui, non, vous avez raison. Sur le problème de la concurrence, vous avez parfaitement raison. Il faut qu'elle soit saine et loyale, mais moi, je prends des taxis, je prends des chauffeurs Uber, je discute avec eux, je discute avec vous, mais les chauffeurs Uber, ils payent leurs impôts. Vous payez vos impôts, mais eux, ils payent leurs impôts aussi. Uber ne paye pas la même somme qu'un artisan. Oui. Ah non, mais vous parlez d'Uber. Vous parlez d'Uber en tant que la grosse entreprise Uber, le business, ou les chauffeurs Uber? Parce que les chauffeurs Uber... Les chauffeurs indépendants Uber... Ils n'ont pas les mêmes charges. Les chauffeurs Uber, ils achètent leur voiture, ils payent leur crédit, ils payent l'essence, ils travaillent et ils payent leurs impôts. Comme les chauffeurs de taxi. Attendez, allez-y Rachid, expliquez à Jacques pourquoi vous c'est pas, en tout cas, monsieur, c'est pas l'avis de la dernière enquête, notamment des URSSAF, où on a constaté que la plupart des chauffeurs avaient aucune déclaration sous un statut, encore une fois, de micro-entreprise. Voilà, je veux dire, nous, on se réfère encore une fois aux données transmises par les unions du recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales qui, eux, disent pas exactement ce que vous dites. Et puis, il y avait quelque chose aussi que vous dénonciez à l'époque, c'était la notion de formation, puisque pour devenir professionnel de taxi, il y avait donc tout un circuit de professionnalisation avec une carte professionnelle au bout, que n'ont pas forcément on va dire de la même intensité les chauffeurs de VTC, les chauffeurs dits Uber. On s'est battu pendant de nombreuses années pour faire en sorte que ceux qui exercent l'activité de voiture de transport avec chauffeur aient au moins un minimum un examen à passer, qu'ils soient revus quand même de manière à ce qu'on voit est-ce qu'ils sont bien titulaires d'un permis de conduire. On s'est rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Est-ce qu'ils avaient un casier judiciaire vierge? On s'est rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Et en face de ça, vous avez des taxis qui, eux, font une formation, passent un examen, achètent une licence de taxi. Moi, je veux bien l'installation libre sans règles. Mais enfin, cher monsieur, je ne sais pas quel est l'emploi que vous occupez, mais si demain, on proposait de vous concurrencer quotidiennement dans votre emploi en disant on va partager votre salaire par deux, mais ça va permettre de créer de l'emploi à quelqu'un d'autre, je ne sais pas si vous l'accepterez. On l'accepte toujours quand c'est son voisin qui le subit, mais pas quand c'est soi. Jacques. Oui, non, mais je vous comprends. Mais d'un autre côté, le problème, mais qui ne concerne pas seulement les taxis ou le problème Uber, il y a un problème général des monopoles. Vous êtes pour les monopoles. Vous voulez le monopole des taxis, c'est plus possible. Les monopoles disparaissent les uns après les autres. C'est la règle. C'est ça la liberté et c'est ça l'entreprise. Voilà. Alors maintenant que chez les chauffeurs Uber, il y ait à titre individuel des gens qui ne suivent pas les règles, qui conduisent sans permis ou qui payent pas leurs impôts, mais ça c'est le problème. Alors l'administration n'a qu'à faire des contrôles, n'a qu'à appliquer les règles. Mais sur le plan général et sur le plan de l'économie, moi je trouve qu'il est parfaitement sain, qu'il est parfaitement bon pour l'économie, qu'il y ait de la concurrence partout et de la liberté. Voilà. On accepte, cher monsieur, la concurrence, excusez-moi, on l'accepte la concurrence, mais encore faut-il, il faut qu'elle soit saine et loyale, comme on vous l'a dit. Je vous invite à lire l'enquête quand même, c'est pas nous qui la faisons, c'est pas des éléments qu'on vous sort, c'est encore une fois des journalistes, et des journalistes encore un peu de partout dans le monde, et on se rend compte que la concurrence n'a pas été saine et loyale. Je vous le rappelle, les taxis sont contre le monopole. Les taxis, encore une fois, ont un tarif administré. De quoi on parle aujourd'hui?
Il n'y a pas de, on parle pas de monopole en l'occurrence. On explique dans cette enquête, Jacques, il est expliqué clairement que effectivement c'est Uber qui a tenu le stylo pour écrire des articles de la loi permettant donc l'installation de Uber. Mais ne bougez pas parce que dans un instant le modèle Uber pour les taxis s'est effectivement élargi au modèle de livreur à vélo. On aura le témoignage de l'un d'eux dans un instant. Il va nous dire lui aussi comment il a vécu ça, cette révélation. Lui qui se bat depuis plusieurs mois pour faire reconnaître le droit en tant que salarié de tous ces livreurs à vélo qui nous amènent nos repas midi et soir. Et puis il vous reste une poignée de minutes pour nous appeler au 0826 300 300. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h30 et puis après ce sera Jacques Pessis. Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et bien justement, Christine qui en parlait juste avant la pause. Johan, secrétaire général CGT des livreurs ubérisés toulousains, vous êtes avec nous et vous souhaitiez réagir à cette affaire des Uber Files. Bonjour Johan. Oui, bonjour à vous. Bonjour Johan. Alors effectivement, vous êtes faites partie de ces, on va dire, livreurs à vélo qui militaient, en tous les cas qui essayaient depuis plusieurs mois donc de faire reconnaître le lien de subordination entre les plateformes et vous. Autrement dit, que quand on utilise un Uber Eats, vous dites, ben oui, ce sont nos employeurs et il n'y a pas de raison que on n'ait pas les mêmes droits que n'importe quel salarié. Quand vous avez écouté cette enquête autour de la façon dont Uber s'est installé en France, Johan, quelle a été votre réaction ? Sur le coup, ça a été une véritable colère. Et puis, quelques minutes après, je me suis dit, c'est pas surprenant. Alors là, on parle de 2014 et 2016, mais par exemple, pour l'ubérisation, et notamment avec Uber Eats, on se rend compte, ça explique en fait 2014-2016 tout ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire un gouvernement qui n'a jamais respecté les livreurs et qui n'a surtout jamais écouté les syndicats ou les livreurs ubérisés. Et en fait, on s'est toujours posé la question pourquoi le gouvernement écoutait Uber Eats. On a une partie de la réponse. Regardez, l'Espagne, l'Italie, il y a bon nombre de pays européens et dans le monde qui ont changé leur législation ces dernières années et ces derniers mois, notamment pour faire respecter le droit du travail, pour dire à Uber et des libéraux pareils que les livreurs doivent être salariés. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? Rien, il ne s'est strictement rien passé. Bien au contraire, il y a eu la loi L'Homme qui est passée et on a vu qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont essayé de donner encore plus de poids à Uber. Finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui a dit non. Après, il y a eu un rapport Frouin. Là, il y a eu 150 pages. Monsieur Frouin, qui est quand même l'ex-président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, c'est pas rien. Il dit plusieurs fois que les livreurs doivent être salariés. Ce rapport a été enterré. Et le dernier coup, c'est quand même l'Union européenne, justement, où normalement, le 9 décembre, la Commission européenne a proposé une directive européenne. Emmanuel Macron a été président, justement, pendant 6 mois. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait. Donc finalement, hier, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça correspond tout à fait à ce qu'on pensait, à ce qu'on se dit depuis des années, depuis 2-3 ans notamment. C'est qu'en fait, c'est un partenaire. Emmanuel Macron et Uber sont des partenaires. Ils travaillent pour ne pas faire respecter le droit du travail. En tous les cas, le combat était inégal. C'est ce que vous dites, Johan. Nous a appelé également 0826 300 300. Stevio, je crois. Bonjour, Stevio. Oui, bonjour. Bonjour Stevio. Vous êtes chauffeur de taxi, justement. C'est ça, ça fait 12 ans et demi que je suis chauffeur de taxi et donc on connaît bien le sujet. Et alors vous êtes étonné, pas étonné ? Non, on n'est pas étonné. D'autre part que bon, attention, notre cher président et depuis aussi le rapport Attali, c'est lui l'investigateur du rapport Attali. Il a été le second rapporteur. Il a eu pas mal de marches à gravir et donc Uber là, ce scandale qui vient d'éclater, ça m'étonne pas du tout et on le savait très bien. Notre corps de métier le savait. On l'a crié haut et fort durant plusieurs réunions ministérielle ou projet de loi dont il a fait partie, la loi Thévenoud et la loi Grand-Guillaume. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Vous demandez une commission d'enquête, vous demandez que ça aille plus loin, comme votre collègue qui est avec nous depuis tout à l'heure. Bien entendu, on va interpeller nos chers députés pour qu'il y ait une commission d'enquête. Ça fait maintes et maintes années qu'on en demande au sein du Sénat et même au niveau de l'Assemblée nationale, sauf que on va dire, vous avez bien compris que tout est bouclé depuis quelques années, c'est assez fermé et non, oui, bien sûr. Johan, je me tourne vers vous, chauffeur, livreur et syndiqué du côté de Toulouse pour ces livreurs à vélo. Vous dites vous aussi, il faut la transparence sur ce dossier, vraiment ? Oui, alors tout le monde s'en saisisse.
Oui, alors nous on va se réunir avec justement les syndiqués de CGT de plusieurs villes de France, mais c'est vrai que là pour le coup on est un peu bouche bée, on va lire ce qui se passe véritablement, là j'ai eu quelques bribes donc je vais lire avec mes camarades et on va voir ce qu'on peut faire, mais il faut en effet une transparence, on ne peut pas continuer comme ceci, il va falloir faire respecter le droit du travail et cette connivence, mais c'est ça en fait, le lobbyiste avec Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est à l'Élysée, on a vraiment l'impression qu'on est un tout petit peu et qu'on ne peut rien faire et c'est une machine qui nous broie. Là par exemple ils annoncent 40 degrés sur Toulouse et Uber, le mois dernier une alerte rouge, la plateforme a fonctionné normalement, il y avait une alerte rouge canicule. C'est pour dire comment les conditions de travail sont bafouées dans ce pays et ça n'est plus possible de continuer. Allez, merci beaucoup Johan, merci à vous. Stévio qui nous a appelé également 0826 300 300. Rachid Boudjema, merci aussi à vous d'avoir été ce midi sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des taxis. Là aussi, vous allez mener des actions. Vous allez regarder ce qui se passe de près. En 2 mots, Rachid. Absolument, on va saisir nos avocats pour voir quelles sont les suites à donner. Merci, donc dossier à suivre, le dossier Uber, Emmanuel Macron sur Sud Radio, et dans un instant on va parler d'autre chose. Absolument, et puis Stévio, on sait que vous êtes chauffeur de taxi puisqu'on entendait votre clignotant, merci beaucoup. Et dans un instant, Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit la chanteuse Anne Silla, et puis on se dit à demain et avec vous au 0826 300 300. Allez, à demain, bonne journée.